Radio Clédou. C'est tout un monde à vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h, bonjour et bienvenue dans cette édition. L'opposition politique malienne a désormais un statut. Que dit cette loi? Les détails au début de ce journal dans un reportage de Kassim Traoré. Nous restons à l'hémicycle pour parler de la loi sur l'orientation et la programmation militaire. 1230 milliards de francs CFA seront investis en 5 ans. Les partis politiques se préparent pour les élections communales et régionales. Le président du parti Yelema a rencontré les militants et militantes de son parti à Ségou et à Mopti. C'est tout pour les titres de ce journal. Le développement dans un instant avec Oumou Dambélé. C'est par un vote de 140 voix pour 6 contre 0 abstention que les élus de la nation ont adopté la loi portant statut de l'opposition politique en République du Mali. Ce vote intervient dans le souci de renforcer davantage le système démocratique malien. Le texte composé de 23 articles répartis en 4 chapitres a été adopté avec 13 amendements. Ce nouveau texte corrige les insuffisances de loi numéro 00047 du 13 juillet 2000 portant statut des partis politiques de l'opposition sous Alpha Oumar Konaré. Kassim Traoré. Le contexte de cette loi fait ressortir que l'opposition, composante essentielle de la démocratie, représente un caractère d'utilité publique. Moi, je pense que c'est une avancée démocratique. Il faut que l'opposition soit républicaine et quand elle n'est pas dans ses droits, elle ne peut pas pleinement jouer son rôle. Dans tous les pays démocratiques, il y a un statut pour l'opposition. C'est pourquoi l'opposition dispose d'un statut la plaçant dans un cadre normalisé qui garantit l'effectivité et la jouissance de ses droits et devoirs. Qu'elle confère certaines attributions au chef de file de l'opposition, qui est un cabinet qui a le même titre que le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on voit de soi que ce dernier aussi joue son rôle. Cette loi ressemble à un partage des gâteaux entre le pouvoir et le futur chef de l'opposition. Je pense que cette décision n'est pas bonne. Un chef de file de l'opposition qui aura les faveurs du pouvoir, rang de ministre, privilège du premier vice-président de l'Assemblée nationale, voyager avec le chef de l'État et le Premier ministre. Dans ce cas, le chef de file de l'opposition sera comme un membre du pouvoir en place. Tout le monde n'est pas de cet avis. Donner un statut à l'opposition ne veut pas dire que l'opposition ne va toujours dire la vérité au président de la République. Non, même avec ces statuts-là, je pense que l'opposition va jouer son rôle. Le chef de file de l'opposition sera choisi dans les partis politiques qui a le plus grand nombre de députés. Cela par une lettre adressée au ministre de l'administration territoriale qui sera signée par le président de la République. Merci Kassim Traoré. Une loi au cœur des discussions. Les députés à l'Assemblée nationale ont voté ce week-end une loi donnant un pouvoir juridique au patron de l'opposition malienne. Il sera traité avec tous les honneurs dus à son rang sur le budget de l'État malien. Avant que le président de la République ne promulgue cette loi, les Bamakois se prononcent sur le sujet. Ils sont au micro de Mahamadou Kane. Vu ce que le Mali a traversé, je trouve que c'est une sacrée bonne avancée. Dans la mesure où l'opposition sera maintenant reconnue, aura un siège, ce qui va faciliter effectivement la vue de l'opposition au niveau du gouvernement. Et puis le gouvernement ne pourra plus se permettre de faire les choses n'importe comment. Ça va permettre à l'opposition d'avoir une mise sur toutes les décisions du gouvernement. Je pense qu'ils sont en retard. Dès que l'avènement de la démocratie, ça devrait être systématique, ça devrait suivre son cours. Ça permettra aux dirigeants de se corriger. Ah, tiens, on doit faire attention, l'opposition est là, ils vont nous indexer. Vous avez compris. Mais moi je pense que c'est vraiment salutaire. Les Maliens, il faut qu'on soit aussi vraiment éveillés pour la prise en charge de tous les problèmes qui existent dans notre pays. Il faut que l'opposition aussi ait la mentalité de changer la mentalité des gens. Et ça va se répercuter sur le comportement parce que les uns et les autres vont mettre à leur tête que tant qu'il y a l'opposition, donc le pouvoir qui est en place ne veut pas prendre certaines décisions. Un investissement de plus de 100
1230 milliards de francs CFA en 5 ans, c'est le montant fixé par la loi d'orientation et de programmation militaire. Cette loi a été adoptée à l'unanimité par les députés présents dans l'après-midi du vendredi dernier. Il prévoit un immense investissement pour l'armée malienne pour la période 2015-2019. Kassim Traoré. C'est la Commission défense nationale, de la sécurité et de la protection civile qui a été saisie au fond pour l'étude de ce projet de loi relatif à la loi d'orientation et de programmation militaire pour les années 2015-2019. Général Mahaman Touré, chef d'état-major général de l'armée malienne. Il me semble utile de rappeler la direction stratégique donnée par le chef suprême des armées visant à restructurer notre outil de défense en vue d'ériger des forces républicaines respectueuses de l'état de droit, dédiées à la sécurité et à la protection des citoyens maliens et de ses biens, constituant ainsi une valeur ajoutée certaine au processus démocratique. La crise au nord du Mali a été une occasion pour bon nombre de Maliens de savoir la grave crise que traversent les soldats maliens. La loi de programmation militaire vient à point nommé. Cette armée a besoin d'être équipée à hauteur des souhaits, équipée pour faire face à ses missions régaliennes. Aujourd'hui, on sait que le Mali est confronté au djihadisme. La nouvelle loi prévoit plusieurs séries de formations, de recyclage, d'équipement. Je suis pour le recrutement parce qu'on sait que notre effectif de notre armée c'est pas aussi grand que ça. Contrairement aux autres pays, il faut recruter, c'est bien, mais il faut recruter des gens qui puissent faire le boulot, quoi. Le président de la Commission nationale défense, sécurité et protection civile de l'Assemblée nationale fait qu'il y ait une gestion rigoureuse des fonds qui seront mobilisés. Honorable Karim Keïta. Mais aussi en créant de nouvelles casernes, de nouveaux camps. Mais nous serons, nous, au niveau de la Commission défense, très regardants sur les dépenses. Cette nouvelle loi d'orientation et de programmation militaire était attendue il y a quelques années. Redynamiser et moderniser le secteur agricole en Afrique, renforcer les capacités économiques des Africains, surtout dans le secteur informel, et le changement des systèmes éducatifs sont les principales recommandations de la 11e édition du Forum de Bamako. Écoutons les impressions des deux jeunes qui ont pris part aux travaux. Intrinsèque entre sécurité et développement et la nécessité de coopération régionale, supranationale et internationale dans l'optique de garantir une paix durable, condition préalable à l'émergence. L'Afrique a besoin de parler, de se parler, l'Afrique a besoin de réfléchir, l'Afrique a besoin d'anticiper. Et je suis vraiment satisfait de ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu ici. Et je crois que l'occasion a été donnée aux uns et aux autres de planter les décors, de continuer la réflexion et surtout de bien faire comprendre que l'émergence de l'Afrique appartient aux Africains d'abord. La grande satisfaction, c'est la participation des élèves, des étudiants qui étaient là pour assurer la relève. En tout cas, moi, c'est la première fois que je participe à ce forum. Je crois que c'est la 15e édition, mais je suis complètement satisfait. Efficacité énergétique dans les sociétés d'eau en Afrique. C'est le thème de la première assise 2015 de l'Association africaine de l'eau qui s'est tenue hier à l'hôtel Salam. L'objectif de cette première assise consiste à préparer le congrès sur l'eau qui se tiendra à Nairobi en 2016. Écoutons Olivier Gosso, représentant de l'Association africaine de l'eau. Il est au micro de Mariam Kouyati. Et donc l'objectif de ces travaux, c'est de préparer le congrès de Nairobi. Donc au niveau de l'association, on a des congrès tous les 2 ans. Et après celui d'Abidjan en 2014, le prochain se tiendra à Nairobi en 2016. Et donc tous les 4 mois, nous faisons le point des travaux, de telle sorte pour voir si l'avancement se passe correctement. Et l'objet de cette réunion aujourd'hui, c'est effectivement d'évaluer l'état d'avancement de ces préparatifs. Donc aujourd'hui, on parle d'efficacité énergétique, parce que pour la production de l'eau potable, l'intrant le plus important, c'est la composante énergétique. Donc si nous voulons garder le caractère social de l'eau, il faudra absolument que nous mettons tout en œuvre pour que ce coût de production soit réduit. Et donc si nous réduisons le coût d'énergie, nous pouvons peut-être réduire le coût de la production de l'eau potable. Et l'eau potable est tellement important parce que quand vous lisez l'actualité aujourd'hui avec l'épidémie Ebola, la première disposition qu'on demande, c'est de se laver les mains. Sans eau, ne lavez pas les mains, vous voyez comment les populations sont exposées. D'où l'importance de mettre un accent sur le traitement de l'eau, sur l'eau. Et donc le thème de notre prochain congrès, c'est l'accès durable à l'eau potable et à l'assainissement en Afrique.
C'était là un reportage signé Mariam Kouyaté. Apprendre aux jeunes à faire une prise de conscience des questions qui leur concernent, telles le genre, l'équité hommes et femmes. Cela à travers un espace d'échange appelé Baroni, qui est une initiative de l'Association des femmes pour la recherche et le développement AFARD Mali. Le lancement de cet espace jeune a eu lieu hier au siège de l'AFARD Mali à Dar Salam. Le point avec Fanta Diakité. Cet espace d'échange entre les jeunes est appelé Baroni autour des thématiques comme le genre, la justice transitionnelle, les mutilations génitales féminines et j'en passe. Il est un rendez-vous de donner et de recevoir. Edouard Keita, membre de l'espace jeune AFARD Mali. Qui parle de développement, on parle de jeunesse. La jeunesse constitue le socle et l'avenir de toute nation. Si cette jeunesse est vivement informée sur le genre, sur les questions de développement, sur les infections sexuellement transmissibles, bref, tout ce qui est mots ou questions de violence basées sur le genre, la jeunesse doit s'intéresser à ça. L'initiatrice de cet espace est l'Association des femmes pour la recherche et le développement AFARD Mali. Selon la présidente de la dite association, le choix de la jeunesse n'est pas fortuit, car la promotion de la femme et l'équité homme-femme passe par une meilleure conscientisation de la jeunesse. Assitan Diallo. Ils sont surtout à un moment où ils peuvent être très utiles dans la transformation sociale, en nous disant que c'est le meilleur moment de les impliquer dans nos activités, parce que notre association qui vise le bien-être du Mali et le développement équilibré du Mali pense que cette frange de la société dynamique doit être aussi gérée si on ne veut pas plus tard avoir des schémas de rapport de force autant biaisés que maintenant. En quoi est-ce que cet espace peut leur servir dans l'avenir? La réponse avec la présidente de l'AFARD Mali. Nous pensons que nous pouvons les aider. Ce sont des jeunes diplômés, la plupart sans emploi. Nous pouvons renforcer leurs capacités, que ce soit en aptitude pour analyser leur monde, mais aussi les mettre en réseau entre eux et avec les jeunes d'ailleurs. Nous pouvons aussi leur donner des formations ciblées. Cet espace permettra aux jeunes de faire un plaidoyer de proximité sur des thématiques d'actualité. C'était le point avec Fanta Diakité. Galvaniser les militants et militantes de la Convergence pour le développement du Mali, CODEM en vue des élections communales et régionales, réaffirmer le soutien du parti au président de la République. Tels sont les deux objectifs de la deuxième conférence nationale de la CODEM. Voici un extrait de l'intervention du président de la CODEM, Ousseini Amionguindo Dipoulo. Dans le cadre d'une alliance avec d'autres formations politiques, la CODEM a œuvré pour le règlement de la crise politique qui a donné lieu à la tenue des élections présidentielles et législatives. Aussi, voudrais-je profiter de cette tribune pour adresser au nom de la CODEM le soutien constant et sans réserve aux forces armées du Mali. La CODEM soutient sans réserve le président Ibeka. À titre d'illustration, le 12 février 2015, en recevant une délégation conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine, le président Ibeka disait ceci: il n'y a jamais eu dans ce pays d'exclusion au motif ethnique, religieux, de la couleur de la peau. Nous sommes blancs et noirs au Mali sans complexe. Ces propos du président de la République Ibeka se passent de tout commentaire et traduisent réellement le sentiment de chacun des Maliens. C'est pourquoi la CODEM lance un appel à l'ensemble du peuple malien, classe politique, société civile, toutes les forces vives du pays, à se rassembler derrière le président afin qu'il demeure le premier rempart pour le règlement de la crise du Nord. Face à cette perspective politique, j'exhorte... C'était le président du parti CODEM, Ousseini Amionguindo. En route pour la 4e édition du festival Guinadogon à Koro, Moussa Mara, ancien premier ministre et président du parti Yéléma, rencontre les cadres de son parti dans les cercles des régions de Ségou et Mopti. Il s'agit au cours de ces rencontres de parler des dispositions à prendre pour les élections municipales et régionales à venir. Ainsi, Moussa Mara s'entretiendra avec les sociétés civiles et autres leaders de ces différentes localités. Écoutons-le, il est au micro de notre correspondant Douba Dambélé depuis Ségou.
Vu que j'avais prévu depuis quelque temps quand même de tourner un peu dans la région de Mopti, pour deux raisons principales. La première raison, c'est d'aller échanger avec les leaders du parti élément de la région et de m'assurer que le parti fonctionne, que les choses se préparent pour les élections communales et les élections régionales. Et la deuxième raison, c'est prendre simplement le pouls du vécu quotidien de nos compatriotes de terrain, comme j'ai l'habitude de le faire depuis une dizaine d'années. Discuter avec les gens dans les villages, les autorités religieuses, les autorités traditionnelles, leur apporter aussi des messages d'espoir, des messages pour que chacun puisse s'impliquer et qu'on soutienne les autorités, le chef de l'État, le gouvernement, pour qu'elles puissent conduire à bon port le Mali. Le pays a besoin de tout le monde. Le pays a besoin de l'implication de tous nos compatriotes partout sur le terrain. Donc c'est un exercice que j'ai l'habitude de conduire depuis pas mal de temps et donc que je retrouve avec bonheur maintenant que je ne suis plus, en tout cas actuellement, aux responsabilités publiques comme c'était le cas il y a quelques mois. Donc voilà les raisons pour lesquelles je vais aller tourner dans la région de Mopti et aussi une partie de la région de Ségou parce qu'on va s'arrêter à Bla, on va s'arrêter à San et dimanche, Inch'Allah, on viendra à Massina et à Ségou. C'était Moussa Mara au micro de notre correspondant Douba Dambélé depuis Ségou. Le réalisateur du film Thomas Sankara était face aux hommes de la presse hier pour parler de son film qui sera projeté gratuitement dans plusieurs régions du Mali. C'était lors d'un point de presse à l'Institut français de Bamako. Christophe Cupelin nous explique pourquoi un film sur Thomas Sankara. Il est au micro de Mariam Kouyati. Pourquoi faire un film sur Sankara ? Parce que je pense que sa parole est très importante, elle est universelle. Je désirais, comme un griot, transmettre cette parole 27 ans après sa mort. Que le film soit vu, donc qu'il soit décentralisé, quoi. Pas uniquement pour le public bamakois. Et voilà, je crois que c'est très important que la parole de Sankara continue d'exister et qu'on puisse la montrer et l'entendre en Afrique, mais partout dans le monde. Alors le film, c'était un portrait de Sankara. Mon film est un portrait de Sankara en archives, composé uniquement d'archives. Et voilà, donc on suit, si vous voulez, son coup d'État qui l'a porté au pouvoir. Et jusqu'à son décès, il est décédé donc le 15 octobre 87, donc assassiné. Et on ne connaît pas jusqu'à ce jour, on ne connaît pas le régicide, on ne connaît pas le commanditaire de cet assassinat. Voilà. Donc c'est une manière de se faire ce film, c'est aussi une manière de poser ces questions. Qui a tué Sankara ? Enfin, c'est pas la question fondamentale du film de savoir qui a tué Sankara, mais c'est de poser la question de son action et de sa mort. Merci Mariam Kouyate. Terminons par la page sport de ce journal. La 8e journée de Ligue 1 Orange démarre cet après-midi au stade Modibo Keïta. Les détails dans un instant dans le magazine Sport. C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Oumou Dombélé, mise en onde de Fatou Fall. Merci.